La bataille d'Azincourt est une défaite, une terrible défaite de l'armée française durant la guerre de 100 ans face aux Anglais. Je sais, mais il faut bien en parler aussi, non? Et puis surtout, s'il faut en parler, c'est parce qu'elle est riche d'enseignements. Ce jour-là, ce 21 octobre 1415, la chevalerie française, trop sûre d'elle, a payé au prix fort son arrogance et son incapacité à s'adapter. Oui, les Anglais ont contrevenu au code de la guerre en massacrant les prisonniers. Oui, les Anglais sont veuls, sournois et mesquins. Ah non, ça c'est moi qui l'ai ajouté ça. Mais Azincourt, ça a été avant tout un problème français, une cicatrice française aux conséquences terribles qu'il convient aujourd'hui de refermer. Alors le contexte, c'est la guerre de 100 ans, hein. La France, elle est déchirée dans une guerre civile, pas encore bien démarrée, mais un conflit entre les Armagnacs et les Bourguignons depuis l'assassinat de Louis d'Orléans en 1407 sur ordre du duc de Bourgogne, Jean sans Peur. En 1414, le roi d'Angleterre va exiger de récupérer tous les fiefs perdus par l'Angleterre sur le territoire français depuis Philippe Auguste. En gros, c'est énorme ce qu'il demande. Ses prétentions sont trop grandes, elles sont donc rejetées et c'est la guerre qui reprend. Donc Henri V, roi d'Angleterre, va débarquer en Normandie en août 1415 avec 10 000 hommes qui sont transportés par 1500 navires. Son armée, elle est quand même conséquente, mais elle est insuffisante pour une invasion totale du territoire. Il prend donc la ville d'Harfleur, puis il entame une chevauchée direction Calais, et c'est là que les Français décident d'intervenir et de couper sa route. Justement, ça se passe en Artois, à proximité du village d'Azincourt. Nous sommes le 25 octobre 1415. L'armée française est menée par le connétable armagnac Charles Ier d'Albret. Et l'armée française est divisée, même à cette époque, en raison du contexte entre les Armagnacs et les Bourguignons. Eh bien, on a décidé ce jour-là de se passer des troupes bourguignonnes de Jean sans Peur et de se passer aussi des troupes bretonnes proposées par le duc de Bretagne. Enfin, proposées non, puisque le duc de Bretagne, il veut pas trop se mouiller pour l'instant. Il attend de voir. Les Français sont tellement sûrs d'eux à ce moment-là, on refuse les Bourguignons. Et on refuse même l'aide des arbalétriers génois, puisqu'on juge les troupes qu'on a largement suffisantes pour terrasser ces maudits Anglais. Donc finalement, on réunit une armée de 12 000 hommes. Certains parlent de 20 000, d'autres de 25 000. Les hypothèses les plus probables, c'est 12 000 et c'est essentiellement, majoritairement, des cavaliers. Et en face, Henri V d'Angleterre aligne environ 7 000 hommes. Il y a 1000 chevaliers, mais il y a surtout 5000 archers. Vous vous rendez compte du ratio dans l'armée des archers. Les troupes anglaises sont certes fatiguées par la campagne, qu'ils ont débuté plusieurs mois auparavant, et puis elles s'attendent à mener une bataille difficile, alors que de leur côté, comme je vous l'ai dit, les Français sont très confiants. La bataille n'a même pas commencé que les Français font déjà une erreur monumentale, le choix du lieu, c'est absolument catastrophique. Le placement des troupes et le choix du lieu. Donc déjà, ils sont beaucoup plus nombreux que l'ennemi, les Français. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se regroupent dans un espace restreint situé entre deux forêts, c'est une sorte de couloir qui va annihiler totalement leur avantage numérique. Et puis il y a les nobles aussi, les nobles pleins d'arrogance qui se battent entre eux. Ils se battent pour avoir le droit d'être en première ligne et d'écraser l'ennemi eux-mêmes. Alors ils s'installent tous en première ligne et on se retrouve avec une avant-garde, enfin une première ligne française, ce qu'on pourrait appeler une avant-garde, composée de 5000 chevaliers. Le commandement de l'armée aussi est totalement désorganisé. Il y a plein de divisions, par exemple entre Charles d'Albret et des ducs comme le duc d'Orléans ou le duc d'Alençon. Et puis il y a les conditions météo aussi qui sont pas idéales. Il fait que de pleuvoir, il a plu toute la nuit et on se réveille le matin. Les gendarmes ont dormi dans leur armure, dans leur équipement, dans une boue affreuse, et là on commence à se rendre compte que ça va être compliqué pour les grandes charges épiques de cavalerie. De son côté, Henri V d'Angleterre, il n'est pas confiant, mais il a moins de choix, donc il dispose son armée de façon classique, des hommes d'armes au centre, sur les ailes et un peu vers l'avant, les archers en formation conique. La bataille commence vers 10 h du matin, et aussitôt, Henri V d'Angleterre fait avancer ses archers, commence à pilonner les rangs français, ce qui déclenche une première charge de cavalerie. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la boue va ralentir les chevaliers français qui en plus sont trop nombreux, donc ils se marchent dessus. Ils subissent plusieurs volées de flèches, il y a déjà beaucoup de morts. Les corps s'entassent les uns sur les autres et ça forme un rempart devant les archers. Certains chevaliers français parviennent néanmoins jusqu'aux archers anglais, mais n'ont plus l'avantage de la charge. Donc à ce moment-là, ils sont dans un combat classique, il y a des morts des deux côtés, et le roi d'Angleterre va faire retirer
ses archers, les replacer sur les flancs, et là, c'est reparti. Côté français, on décide alors de lancer une seconde charge, mais je vous l'ai dit, l'espace est étroit. Donc pendant que les premiers reviennent, les seconds partent, et puis là, on se rentre carrément dedans, c'est n'importe quoi. Le tout, toujours pendant que les archers anglais, qui sont protégés derrière des pics plantés dans la terre pour éviter les charges, justement, eh bien, sont là à les pilonner, à les allumer tranquillement. En fin de journée, il va se passer ce qui va être reproché aux Anglais, c'est-à-dire que certains Français ont réussi à contourner les Anglais et se mettent à attaquer leur camp. Et bien là, Henri V d'Angleterre, il est pris de panique parce qu'il a peur d'être pris à revers et il va donc ordonner le massacre de la plupart des prisonniers français. Et ça va se faire contre les archers anglais qui, eux, n'ont pas du tout envie d'achever les prisonniers puisque ce qu'ils veulent, c'est leur rançon. Mais Henri d'Angleterre va insister et on va assister à un massacre total sans distinction de nom ou quoi que ce soit. C'est la noblesse française qui va être décapitée ce jour-là. En fin d'après-midi, la bataille est perdue. Côté français, environ 1500 chevaliers ont été tués, dont les prisonniers. On trouve parmi les morts le duc de Brabant, le duc d'Alençon, le duc de Bar, les comtes de Nevers, de Damartin, de Vaucourt et bien d'autres. On trouve aussi Charles Ier d'Albret en personne qui est mort. On compte aussi, en dehors de ces chevaliers, plus de 3000 morts autres, dont tous les baillis de la région. Il y a aussi plein de prisonniers encore qui n'ont pas été exécutés. Les ducs d'Orléans, le duc de Bourbon, Charles d'Artois ou encore le comte d'Harcourt. Et donc, c'est des rançons conséquentes qui se dessinent. Côté anglais, ils sont beaucoup plus tranquilles puisqu'on ne compte qu'entre 3 et 500 morts. Alors, qu'est-ce qui a causé la défaite? Qu'est-ce qui a causé ce désastre total? Eh bien, premièrement, c'est une stratégie côté français complètement dépassée et complètement prévisible. La stratégie à cette époque, c'est de grandes charges de cavalerie qui utilisaient la vitesse et la force de percussion pour infliger de gros dégâts dans les premières lignes adverses. Et les Français n'ont pas retenu les leçons de Crécy, n'ont pas retenu les leçons de Poitiers. Et en face, les Anglais, je vous l'ai dit, ils sont des troupes légères, des troupes mobiles, avec des archers qui tirent une quinzaine de flèches à la minute, qui sont protégés derrière des pics et qui sont prêts sereinement à attendre les charges de cavalerie française si elles arrivent. Ce modèle est totalement décrié en France, puisqu'en France, on met en avant l'idéal chevaleresque. Pour eux, la guerre est avant tout une affaire de nobles et les armes de trait ne correspondent pas du tout à l'idéal de la guerre qu'on se fait. D'un côté, les Français ont raison, ils ont leur honneur, ils ont leur tradition, mais de l'autre, ce sont les Anglais les plus efficaces. Ça, c'est très énervant parce que vous voyez, on peut bien comparer la chose. Les Français, c'est le grand boxeur classique, traditionnel, qui en impose, qui a du charisme, qui a de la présence sur le ring. Alors que l'anglais, c'est plutôt le petit tatillon qui vient, qui tourne autour, qui court, qui te met des petits coups dans les côtes flottantes, tu sais. Le problème, c'est qu'au final, c'est cette petite crevette qui gagne le combat. Donc un modèle totalement dépassé. Deuxièmement, le terrain, je vous l'ai dit, il est étroit, il fait 500 mètres de large. Il efface totalement l'avantage du nombre pour les Français. Et puis surtout, les lignes anglaises surplombaient les lignes françaises à ce moment-là. Elles étaient plus en hauteur. Donc, vous voyez ce que je veux dire, pour les archers, c'était beaucoup plus facile. À cela s'ajoute, je le mets dans le terrain aussi, mais l'état détrempé, la météo, qui n'a pas permis aux chevaliers de faire de bonnes charges, qui s'embourbaient dans la boue. Et puis troisièmement, enfin, l'avant-garde française, je vous l'ai dit, qui était beaucoup trop fournie. 5000 hommes qui étaient réunis, 5000 chevaliers qui se disputaient le droit d'être en première ligne et qui ont fini par se marcher dessus. L'impact de cette victoire anglaise sera terrible. On va faire de Dieu le responsable, le juge plutôt de la bataille d'Azincourt, ce qui va ajouter à son importance symbolique parce que l'impact stratégique n'a pas été énorme, il a été même minime puisque la victoire ne va pas empêcher Henri V de reprendre la mer pour l'Angleterre. Donc la défaite est beaucoup plus psychologique que stratégique. On va penser dans les rangs français que Dieu a abandonné la France, que Dieu a abandonné la noblesse française. Il a permis à ces petites crevettes anglaises de vaincre un fort chevalier sur son cheval. Sur le plan politique aussi, ça va créer du bazar. Cette défaite va désorganiser les princes survivants qui vont passer des accords avec l'Angleterre. La défaite va aggraver la guerre civile entre Armagnac et Bourguignon. Et cette défaite, ce manque de confiance, le sentiment d'être abandonné par Dieu, va aboutir au catastrophique traité de Troyes en 1420. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, vous pouvez aller chercher vous-même si vous voulez, mais ça va être catastrophique et on voit bien l'influence de cette défaite psychologique sur ce traité. La chevalerie française va néanmoins avoir l'occasion de prendre quelques revanches, comme par exemple à Castillon en 1453, toujours contre les Anglais, mais ce sera plus dû à l'évolution de l'artillerie qu'à un renouvellement de la chevalerie.
Mais bref, c'était quand même une revanche. Et même en 1515 à Marignan, la charge de François Ier, justement, incarne cet honneur, cet idéal chevaleresque qui n'a pas disparu. Quoi qu'il en soit, ce qui a provoqué en premier lieu la défaite, ce n'est ni la boue, ni la météo, ni la disposition du terrain, ce que vous voulez. C'est avant tout l'arrogance de l'armée française à ce moment-là. Et qu'est-ce qui va venir rattraper cette arrogance de noble quelques années plus tard? Eh bien, c'est une petite gamine de 17 ans du nom de Jeanne d'Arc. Et ça, je trouve que c'est une belle leçon.